Salam alaikum tout le monde, Juma Mubarak. Tout d'abord, merci Monsieur Alioutine et à l'Africom Jom Center de nous inviter à cet événement très important. On voudrait remercier tous les citoyens qui sont ici présents dans cette salle ou ailleurs en ligne. On voudrait remercier également les autorités qui sont parmi nous, les parlementaires, l'administration, les citoyens et la société civile, les professeurs et toutes les personnalités qui sont ici, nos amis, nos familles. Nous allons vous présenter une boussole. Cette boussole-là a été le fruit de recherches entre Martin et moi. Nous avons regardé les données. Nous avons aussi fait beaucoup d'échanges avec l'administration, avec les partenaires multilatéraux et bilatéraux, avec les citoyens et la société civile pour arriver à cette boussole qu'on appelle stratégique. Et nous estimons qu'il reflète les réalités du terrain et le contexte local. Maintenant, afin de vous le présenter au mieux, on aimerait que vous pouvez voir avec nous ce qu'on a vu en vous présentant des diapositifs à l'écran. Et je vais démarrer cette partie-là et puis faire à la fois l'état des lieux. Quand on parle de diagnostic, je vais ajouter au-delà de ce qu'on sait déjà, comment on peut comprendre la soutenabilité de la dette du Sénégal, quelles sont les contraintes, surtout économiques. Nous parlons également des contraintes politiques et enfin nous allons parler des options possibles, sachant que ces options-là, nous les interprétons comme deux extrêmes et que ce qui se fera au final pourra être quelque chose entre les deux. Voilà. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, sans plus tarder, on peut avoir la présentation, voilà. Alors, bon, si jamais, à la fin de notre présentation, on n'aurait peut-être pas l'occasion d'échanger, j'aimerais que vous puissiez retenir de notre présentation 3 choses. Voilà, très bien. Et surtout, j'aime bien présenter en étant debout, comme à l'université, et aussi pour engager un peu le public. Si vous avez 3 choses à retenir, ce seraient ces points-là. La première, c'est que la crise actuelle est une crise très classique. On est bien dans une crise, mais elle a aussi des aspects exceptionnels. Le deuxième point, c'est que définir la soutenabilité de la dette est difficile, mais les scénarios où la dette est soutenable sont peu probables et dépendront non pas uniquement de l'appréciation de l'administration du Sénégal, mais important des prêteurs externes et des marchés financiers. Et enfin, le dernier point, les options sont limitées. Il est important d'en apprécier les coûts aujourd'hui et dans le futur. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est également de rendre clair aux citoyens quels sont ces coûts-là, dans quelle dimension temporelle ils se déclinent, que ce soit dans le court terme ou dans le moyen long terme. Le point essentiel qu'on retiendra, c'est que le rapport essaie de mettre en responsabilité tous les acteurs. On ne pointe pas uniquement du doigt une administration, mais on pointe du doigt les FMI, on pointe du doigt la zone. On a parlé de la Banque centrale, de la zone UEMOA dans laquelle nous sommes. Et ils ont tous une part à jouer, ainsi que les citoyens. Donc, sans plus tarder, on va passer précédent. Alors, une crise classique ou exceptionnelle. Il est important de répondre à cette question parce que s'il s'agit d'une crise classique, ça ne sert à rien de réinventer la roue. On a plein d'exemples dans plusieurs pays. On sait ce qu'il faut faire. S'il y a quelque chose d'exceptionnel, donc ça doit changer le framework qu'on utilise, ça doit changer la façon dont le FMI et les autres partenaires voient la situation. Donc, tout d'abord, quelque chose d'exceptionnel. Le Sénégal, quand on regarde ici, sur ce graphe, vous avez plusieurs pays. Donc, des pays un peu qui sont avec des revenus moyens ou revenus faibles. Vous avez sur l'axe Y la dette sur le PIB. Donc, le total de dette sur ce que le Sénégal produit. Alors, avant la découverte,
de ce cas de misreporting, le Sénégal était autour de 110% de dette sur PIB, donc un peu au milieu. Après les audits qui ont eu lieu, le Sénégal se retrouve entre 119, 120 ou 130% de dette sur PIB, juste derrière le Soudan qui retrouve beaucoup de difficultés. Donc, ici, qui est une situation un peu exceptionnelle, nous sommes dans une situation de crise. Je pense qu'on a dépassé la question de est-ce qu'il y a une dette cachée. Et c'est important quand même qu'on dise ça, j'insiste beaucoup sur ça. Peu importe les terminologies, nous avons une dette, en tout cas à payer, qui est au-delà de 120% du PIB. OK? Maintenant, on fait face à un mur. On ne va pas se demander s'il y a un mur, mais comment ou qui a construit ce mur-là, mais plutôt, qu'est-ce qu'on fait pour dépasser ce mur? Voilà. L'autre point. Donc, il y a eu une chronologie d'événements qui ont eu lieu. Bon, on le connaît tous, hein. Il y a eu un audit qui a eu lieu. Après cet audit-là, il y a eu des déclarations de divulgation de ce qui s'est passé. Il y a eu des déclarations qu'il n'y aurait pas de restructuration. Et les marchés financiers ont répondu. Next slide. Slide suivant. Voilà. Donc, pourquoi on a mis dans le titre la crise de la dette cachée? Parce qu'il s'agit d'une crise. Et on le voit avec la réaction des marchés financiers. Ici, dans ce tableau, vous avez les dates, donc les années, à peu près dans le premier rouge, c'était en 2024. Le second rouge, c'était en 2025. Vous avez cette mesure-là, un big spread, Emerging Markets Bonds, spread, c'est un peu au-delà de quel taux, comparé par exemple aux États-Unis, on paye notre dette hein, dans les marchés financiers internationaux. Avant, c'était stable autour de 4%. Maintenant, après l'audit, donc 400, c'est en basis points, donc c'est 4%. Après qu'il y a eu une audit qui a été révélée, sans d'autres mesures prises, après cette révélation, les marchés financiers ont réagi de suite. Ça, notre coût de nos eurobonds ont reflété un taux d'intérêt de 9%. Ensuite, fin novembre 2025, l'administration actuelle, par son représentant, Monsieur le Premier ministre, et tout ça, c'est des informations publiques, a annoncé qu'il n'y aura pas de restructuration, parce que le FMI poussait pour la restructuration et qu'il n'y aura pas de restructuration. Tout de suite également, les marchés financiers ont réagi et les eurobonds reflètent des taux d'intérêt d'autour de 12%, en plus de ce qui est la base pour un pays comme les États-Unis. Okay? Donc, il s'agit bien d'une crise. Next slide. Cette crise, on peut la voir d'une autre façon également. C'est-à-dire que le marché s'est resserré pour nous. Ici, vous pouvez voir à gauche quels sont les déboursements qui ont cumulé. Donc, les déboursements arrivés normalement. Et jusqu'en 2024, c'est là où ça dégringole. Le FMI, il y a une rupture de confiance et une suspension de notre programme avec le FMI. L'administration actuelle a voulu donc renégocier un nouveau programme et le FMI n'a toujours pas finalisé leur Debt Sustainability Analysis, leur analyse de la soutenabilité de la dette du Sénégal. Ce qui veut dire, en langage moins diplomatique, en tout cas clair pour tout le public, que l'assessment du FMI est que la dette sénégalaise n'est pas soutenable au stade où nous en sommes. Et nous allons voir aussi, essayer de répondre à cette question-là selon notre perspective et notre propre analyse. Est-ce qu'elle est soutenable ou pas? Nous pouvons le voir aussi par les versements, par institution et trimestre. Également, vous voyez ici, donc il y avait des versements à partir de first quarter du premier trimestre 2024. Les versements se sont taris. Okay? Donc nous sommes bien face à une crise. Next slide. Alors, maintenant, on a une crise. On peut la comparer avec d'autres crises souvent. Il y a des éléments classiques, parce que c'est les mêmes séquences qu'on a eues. Vous avez vu, c'est quoi? Une note souveraine dégradée, des taux d'intérêt qui montent,
une affirmation de remboursement inconditionnel par le gouvernement et un marché qui se resserre, et on a dû avoir eu besoin maintenant d'exclusivement se financer à partir du marché régional. Mais il y a un élément exceptionnel, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement, on n'est pas isolé, on est dans une zone, la zone UEMOA. Cette crise ne s'est pas suivie par exemple d'une inflation, à 2 chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a été insulé par cette zone avec qui on partage des réserves et une politique monétaire. Donc cette zone nous a protégés de la crise budgétaire, et ça s'est transformé en crise externe, mais jusqu'à quel point, c'est là la grande question. Et on doit prendre nos responsabilités. Il y a des parallèles avec la zone euro, vous vous rappelez de la crise grecque, hein? Il y a quelques parallèles, mais il y a des différences. Certaines similarités sont cette présence d'une dette qui n'a pas été réconciliée et l'union monétaire. Mais les différences sont que le Sénégal, à la base, avait une dette plus concessionnelle, dans le sens où avec des taux plus faibles, parce qu'on avait un programme FMI. Également, on n'a pas eu de crise bancaire immédiate, donc les banques n'étaient pas exposées autant, et donc le Sénégal également a un poids plus élevé que la Grèce. La Grèce est 3% du PIB de l'euro. Nous sommes, le Sénégal est 15% du PIB de la zone. Ça veut dire aussi également que nous devons réfléchir beaucoup à ce que la zone peut faire et quelle est la responsabilité de l'UEMOA et de notre banque centrale dans cette situation. Donc, vu qu'il y a des éléments standards, classiques et exceptionnels, on doit réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Next slide. Alors, quand il s'agit de chemin, là où on va venir, et de solutions, il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager, mais on voudrait voir en benchmarking, regarder quel est comment les crises de la dette se sont résolues. Souvent, ces crises se résolvent par une restructuration ou par un défaut. Un défaut n'étant pas évidemment une résolution, c'est juste aller face au mur. Ici, on vous montre l'exemple d'autres pays, depuis les années 80 jusqu'en 2020, qui ont une crise de la dette. En vert clair, vous avez ceux qui ont fait une restructuration. En vert foncé, ceux qui ont fait défaut. Et en orange, ceux qui s'en sont sortis quand il y a eu un boom économique et ils n'ont pas eu besoin de faire une consolidation. Maintenant, il y a eu un seul exemple. C'est tout petit là-bas, dans les années 2000. Et c'est l'exemple d'une île, Antigua. Et cette île-là a eu un boom économique. Bon, l'île est petite, hein, donc vous voyez un peu, c'est l'exemple qui confirme un peu la règle. Okay? Voilà, donc on apprend de ces exemples-là et on peut voir un peu ce que se passe pour le Sénégal. Next slide. Alors, donc, pour voir un peu quel chemin envisager, on a cette question-là. Est-ce que la dette est soutenable? On sait qu'elle est élevée, mais est-elle soutenable? On va essayer de répondre à cette question. Next slide. Alors, pour réfléchir à ce qu'est la soutenabilité de la dette, bien entendu, une dette, ce n'est pas quelque chose qu'on peut repayer. Cette augmentation de 40 à 50% du PIB en quelques années. Mais ce n'est pas juste le stock qui fait mal. Donc, comme on dit, on tombe malade du stock de dette, mais c'est le flux qui tue. Parce que quand on a une dette qui augmente, on a aussi l'intérêt à payer sur cette dette-là. La question donc est, est-ce que le pays pourra repayer sa dette intégralement et à temps, et surtout l'intérêt qu'il y a sur cette dette. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend du futur, ça dépend de ce que le gouvernement fera, mais aussi de ce que les créanciers feront et croiront. Okay? Croiront parce que si l'administration estime que la dette est soutenable et que les créanciers estiment que cette dette n'est pas soutenable, ceci rend les discussions plus difficiles.
La définition du FMI n'est pas celle du gouvernement ni des marchés. À bonne raison, parce que le FMI est un créancier de dernier ressort. Il donne des taux concessionnels, le FMI donne même des prêts à 0%, mais pour des cas de nécessité. De nécessité et pas des cas de dépenses courantes. Donc c'est pourquoi je pense que le FMI est dans son rôle de pouvoir avoir une définition plus stricte. Maintenant, évidemment, on connaît bien qu'il y avait le cas des programmes d'ajustement structurel des années 90, il y avait des contraintes, il y avait une libéralisation qui a été forcée, des privatisations. Les choses ont beaucoup changé et se sont améliorées dans les années 80, avec maintenant ce qu'on appelle le cadre commun du G20. Okay? Next slide, s'il vous plaît. Alors, pour déterminer ce qui veut dire une dette est soutenable, il y a deux parties à avoir. Une partie est un sprint, l'autre un marathon. Il faut être capable de stabiliser puis de réduire le ratio d'endettement à moyen terme. La dette de demain, elle est égale à quoi? C'est la dette d'aujourd'hui, plus on ajoute le déficit primaire. Le déficit, c'est combien dans la caisse de l'État, les dépenses moins les taxes, ça ajoute à la dette. Et nous avons aussi la charge d'intérêt. Maintenant, parlons du sprint. Le sprint, c'est quoi? C'est le déficit primaire. Le sprint, c'est comment on peut maîtriser ce déficit-là. Ce déficit, qui était de 9% du PIB en 2024, on doit le réduire et le faire passer à 1 à 2% des années 27 à 2028. Donc ça, c'est pour juste éviter que la dette continue d'augmenter. Alors, pour réduire un déficit, qu'est-ce qu'il faut? Bon, tout d'abord, il faut une économie productive, vibrante, qui exporte. Pour ça, la réduction des dépenses d'investissement n'aide pas. Mais également, il faut quoi? Il faut beaucoup de recettes et moins de dépenses. Notre loi des finances de l'année 2026, pour régler ce problème du sprint, se base sur des prévisions de recettes en taxes très optimistes, sans réduction significative des dépenses. Nous estimons que ce sprint-là sera difficile dans tel cas de figure. Une consolidation budgétaire, d'après l'expérience que nous avons vue des pays, c'est souvent faite par une réduction drastique des dépenses et non une prédiction de larges revenus en taxes. Parce que nous estimons que la capacité fiscale est quelque chose qu'on ne peut pas activer du jour au lendemain, ça se construit sur le temps. Et il sera difficile, nous sommes, les finances publiques, c'est notre expertise, il sera difficile en tout cas de collecter, comme le programme de résilience économique sociale le suggère, 25% du PIB en taxes sur 5 ans. Pour vous donner un exemple, le Sénégal collecte déjà plus de 20% du PIB en revenus de taxes. Nos études montrent que c'est dans la durée que la capacité fiscale se crée. Il y a une mesure qui est très importante, un chiffre, c'est la productivité de la collection de taxes. Pour chaque dollar que les États-Unis dépensent pour collecter des taxes, ils en collectent $300, ou que ce soit la Suède également. Pour le Burundi, le pays pour lequel c'est plus faible, c'est pour chaque dollar qu'ils dépensent pour la collection de taxes, ils en collectent 30. Pour le Sénégal, pour chaque CFA qu'on dépense, on en collecte 42. Donc c'est un ordre de magnitude élevé. Les États-Unis, il y a 100 ans de cela, étaient au niveau du Burundi. Et c'est sur cette longue durée, quand il y a eu la guerre, qu'ils ont mis en place l'imposition sur la base, qu'ils ont pu mettre en place les réformes, digitalisation et tout ça. Donc les réformes sont faites, ils doivent être implémentés pour que nos taxes soient sur une base large, avec des taxes faibles. Nous n'en sommes pas là encore. Okay? Maintenant, le marathon. Et le marathon, c'est là où on voudrait interpeller la responsabilité du public. Quand on parle de la charge d'intérêt, ce n'est pas uniquement les montants qu'on doit lever, mais c'est à quel prix. C'est à quel prix. Le Sénégal, a eu recours au marché régional
mais on a vu avec un prix qui augmente au cours du temps. Il est important, nous savons qu'il y a une échéance en mars, c'est tout notre souhait en tout cas que le Sénégal puisse avoir les fonds nécessaires afin de pouvoir financer son budget, mais à quel prix, hein? Et si ce prix augmente, et nous allons montrer notre analyse tout de suite, ça rend la soutenabilité dans le long terme plus difficile. Next slide. Alors, réduire le déficit. Nous ne voulons pas juste parler un peu dans le vide. On veut montrer quelques exemples. Hein? Parce que ça va nous permettre d'étudier quelles sont ces deux options-là, qu'est-ce qui est le plus possible. Alors, réduire le déficit est difficile. Souvent, ça passe par une considération qui se fait parce qu'on a une manne sur les ressources naturelles. Actuellement, nous ne collectons pas assez sur cette phase-là de début de production de nos ressources naturelles. Okay? On vient juste de commencer. Alors, regardons ce graphe-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le plus on va à droite, ça veut dire que le plus ces pays-là ont pu améliorer leur balance primaire, donc ont pu réduire leur déficit. Et le plus on va en haut, le plus ce pays-là a une grande partie de sa production en exportation primaire de ressources naturelles. Donc le Sénégal se retrouve tout en bas. On voit que les pays comme la Libye, le Congo, c'est eux qui ont pu, avec leurs ressources naturelles, pu vraiment réduire le déficit. Ok? Donc le Sénégal, vu sa position, il sera difficile, en tout cas, continuer à cette trajectoire de réduire le déficit significativement pour mettre la dette sur une trajectoire soutenable. Next slide. Maintenant, il y a aussi la structure de la dette du Sénégal. La dette est majoritairement extérieure, autour de 60%, et dominanciée par les créanciers multilatéraux. Ces créanciers multilatéraux, souvent, donnent des prêts concessionnels, et souvent, mais c'est la dette privée qui est la dette qu'on pourra discuter, vous voir ce qui peut être fait. Les eurobonds et prêts bancaires sont significatifs. Maintenant, une partie qui peut nous aider, en tout cas, à avoir un peu pour souffler, pour nous donner un moratorium pour repousser la dette, ce seraient peut-être les partenaires bilatéraux. Maintenant, parmi ces partenaires bilatéraux, je voudrais que vous regardiez ici, donc bilatéral, 15%, il y a deux qui se distinguent. La Chine, qui détient 7% de notre PIB en dette, et la France. Donc nous pouvons entamer, avec l'option diplomatique, de discuter et d'échanger avec la Chine et la France pour voir quelles sont les solutions. Next slide. Donc, on est dans cette situation de crise depuis 1 an et demi. Ce n'est pas nouveau. Il y a des arriérés. Il y a eu une dégradation de notre dotation et les déboursements ont diminué. En 2025, le Sénégal s'est financé essentiellement dans le marché régional de l'UEMOA. Nous pensons que c'est une stratégie louable de vouloir mettre sa dette en devise nationale, en CFA ou comme en euros, c'est la même chose. Mais ça, c'est une stratégie qui se fait en temps normal. Hein? En temps normal, c'est une stratégie louable. Quand les choses se resserrent et qu'on est en crise, il faut voir comment on peut se faciliter la tâche. Maintenant, la dette domestique a augmenté et il y a deux choses qui se sont détériorées. Les maturités se sont réduites, les banques d'investissement s'engagent surtout sur le 1 an. C'est très simple. Pourquoi? 1 an, c'est une maturité très courte. Même s'il y a des discussions de restructuration, on va dire, ah mais ça vient à échéance, on n'a pas besoin de restructurer, d'échanger ça, on va juste les repayer. Donc ils ne prennent pas vraiment de risques. Donc les maturités se sont raccourcies. Ça va de 1 an à 3 ans, mais 1 an, c'est plus là où il y a une demande. Hein? Et les taux aussi ont augmenté. Donc les techniques essentielles également de financement sont devenues opaques et chères. On a entendu parler de Total Return Swap, qui sont essentiellement des techniques pour permettre aux investisseurs de l'extérieur également de pouvoir investir dans le marché régional. Il est important pour les citoyens, également l'objectif de notre réunion aujourd'hui, d'exiger la transparence pour que les conditions
qui ont été en place, qui nous ont amenés dans cette situation, ne se reprennent pas. Peut-être que nous, ce qu'on va présenter, essaie de résoudre les remèdes, mais il s'agit aux juristes, au Parlement, au peuple, dans le sens, en tout cas j'espère, non manipulé, d'exiger que la transparence soit faite, qu'on utilise les instruments standards classiques pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qui a amené ce cas de mission opportune. Merci beaucoup Abdoulaye et merci beaucoup à UNTIN, à l'Africa Jom Center pour votre hospitalité. Voilà, ça fait 3 jours que nous sommes à Dakar et l'accueil qu'on a reçu est particulièrement voilà, à la fois chaleureux mais aussi critique. Et ça a été vraiment, on a eu 3 jours de débat dans des salles publiques en privé et c'est extrêmement enrichissant. Donc voilà, je vais commencer par des remerciements et puis également par présenter le Finance for Development Lab que je dirige, qui est un think tank basé à Paris au sein d'une institution académique, l'école d'économie de Paris, mais dont le rôle est de travailler à rendre la finance du développement plus juste. Et donc pour ça, on travaille avec des chercheurs, des académiques, des think tanks dans les pays du Sud en général, et beaucoup sur les situations d'endettement difficiles, sur les situations de restructuration comme de pays qui ont à faire face à des refinancements difficiles. Donc on a des partenariats Sri Lanka, Pakistan, Zambie, là où les questions se posent et on essaye d'apprendre de cette expérience internationale, également de la recherche académique, qui nous permet de guider. Donc tous les pays sont différents, il y a tout le temps des choses qui diffèrent, mais il y a quand même des leçons à apprendre de l'expérience des autres. Et donc c'est l'intention de ce rapport, c'est aussi de voir ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut prendre, et quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour le Sénégal, sans nécessairement donner. Donc on n'a pas essayé de donner des recommandations directes. On a essayé d'expliquer quelles étaient les options possibles, de dresser une carte, mais sans nécessairement choisir, mais en étant très clair sur les coûts et les bénéfices de chaque option. Donc on peut commencer par la première, avec la slide suivante. Donc la première, c'est d'essayer de rembourser la dette à tout prix. Et comme l'a montré Abdoulaye, ça demande un effort qui est assez exceptionnel, que peu de pays ont fait, mais il faut quand même l'explorer et essayer d'en comprendre les coûts. Alors la première condition, donc c'est de faire un effort budgétaire qui est très important. C'est aussi de trouver des sources de financement, parce qu'il y a la dette la dette existante doit être roulée. Il faut trouver des prêteurs capables de prêter à peu près sur les 3 ans à venir 15 000 milliards de CFA. On a exprimé aussi en dollars, donc en dollars c'est 25 milliards de dollars, ça fait à peu près 8 milliards par an. La question, c'est pas est-ce que c'est des CFA, c'est des dollars qui sont effectivement prêtés, c'est la dénomination. C'est juste que du côté des prêteurs possibles internationaux, ils ont des enveloppes et ces enveloppes sont déterminées souvent en dollars. Et donc, ça nous permet de fixer un peu les ordres de grandeur. Donc, les ordres de grandeur, c'est quoi? C'est en général le prêteur de dernier ressort dans les pays en crise, c'est le FMI. Et le FMI a cet avantage qu'il prête à 0% contre des conditions en général. Mais ça permet donc d'avoir une masse financière qui est très peu coûteuse, qui est à 0%. Dont les masses sont assez faibles, c'est 600 millions en gros un programme du FMI pour le Sénégal, ce serait donc ça dépend de la taille du pays, de pas mal de choses, mais pour le Sénégal ce serait à peu près entre 1,5 2 milliards sur 3 ans, donc à peu près 500 millions de dollars par an. Maintenant un programme FMI donne un tampon qui rassure les autres créanciers multilatéraux. Certains ont des règles explicites, il faut un programme pour pouvoir prêter dans les pays qui ont des difficultés, où il y a un risque de défaut. Donc ils ont besoin de ce programme et donc ça débloquerait à peu près en plus 1,5-2 milliards par an. Donc ça veut dire que par rapport aux 8 milliards, on arriverait à peu près à 3 environ, mais il manque encore beaucoup d'argent. Il faut trouver ces créanciers ailleurs. Est-ce qu'on peut faire la slide prochaine? Maintenant, les conditions du FMI, donc la condition, c'est qu'il y a un besoin, et c'est que ses propres conditions, son cadre d'analyse montre que la dette est soutenable.
il faut voir que c'est pas une déclaration en général. C'est est-ce que le FMI se pose la question, est-ce que je peux prêter? Et parmi les règles pour que le FMI puisse prêter, c'est que la dette doit être trouvée comme soutenable dans son cadre de viabilité de la dette. Et pour ça, donc il y a un certain nombre de tests quantitatifs où ils regardent le poids de la dette externe par rapport, donc service de la dette externe par rapport aux revenus, poids de la dette externe par rapport au PIB, etc. Là, on a fait une sorte donc ça c'est notre propre façon de recréer ce que pourrait être l'analyse de viabilité de la dette du FMI. Ils n'ont pas publié cette analyse, mais nous l'avons on a repris des hypothèses, on a essayé de projeter. Et là, je montre un des critères, on a simulé les autres dans le rapport, que vous pouvez voir, mais un des critères, c'est combien de services de la dette externe il y a par an par rapport aux revenus, aux revenus de l'impôt du gouvernement. Et on voit que par rapport à la limite qui est considérée comme sûre, on est quand même très très au-dessus au début, et on reste au-dessus quasiment dans les 15 prochaines années. Ce qui veut dire que pour que le FMI trouve que la dette est soutenable, il y a eu des exceptions, il y a des pays dans lesquels ils ont fait des exceptions, en général pas avec pas avec des dépassements aussi importants. Et donc c'est peu probable que le FMI, dans les conditions actuelles, sans restructuration, fasse un prêt. Ça irait, c'est pas impossible, ils peuvent faire des exceptions, mais ça arrive quand même très largement à l'encontre de ses propres règles, donc on considère que c'est une probabilité très faible. On peut aller à la prochaine slide. Maintenant, autre possibilité, donc on a dit que les prêteurs multilatéraux tendent à suivre le FMI, les prêteurs bilatéraux qui font partie de l'OCDE ont un peu les mêmes règles qui s'imposent. Il y a d'autres prêteurs potentiels qui sont soumis à ces règles. Il y a la Chine, il y a les pays du Golfe, un peu les prêteurs émergents, donc pourquoi ne pas se tourner vers eux? Et là, c'est important parce que je pense que souvent le Kenya et l'Égypte sont pris comme exemple de pays qui ont, et c'est tout à fait vrai, hein, qui ont eu des crises de la dette, et je pense que c'est vraiment le mot, et je pense que c'est le mot qui était utilisé à l'époque, dans ces pays, mais qui ont réussi à la surmonter sans faire de défaut ni de restructuration. Alors déjà, comme on l'a vu, les stocks de dette n'étaient pas aussi élevés, mais il faut aussi voir qu'ils ont accepté des conditions très difficiles de ces prêteurs émergents. Donc par exemple, les Émirats Arabes Unis ont prêté 1,5 milliard de dollars au Kenya, mais à 8,5% de taux d'intérêt. Et donc là, dans la situation actuelle, ça ne rend pas du tout la dette soutenable. On a vu que ça rendait la dette très chère, ce qui fait que l'effort budgétaire à faire est encore plus important. Dans le cas de l'Égypte, là c'était une vente d'une partie du littoral. Alors, évidemment, politiquement, les privatisations, c'est compliqué. En Égypte, c'était possible, mais c'était également une réponse à un problème un peu différent, un problème de dette externe. En quoi c'est différent? Ça veut dire que l'Égypte avait besoin de dollars. Ce n'est pas nécessairement des dollars qui allaient à l'État, ça peut aller au secteur privé. Du moment qu'il y avait un apport de dollars de l'extérieur, ça a aidé à stabiliser la monnaie. Ici, le problème, c'est pas un problème monétaire, c'est pas un problème externe, c'est un problème purement budgétaire. Donc, il faut qu'il y ait des transferts à l'État. Donc, si l'État a des choses à vendre, très bien, mais si c'est le privé qui vend à un investisseur privé, ça n'apporte pas davantage de ressources à l'État sénégalais. Donc, donc s'il y a des privatisations à faire, ça peut tout à fait aider. Et donc, c'est un des chemins possibles pour nous vers la soutenabilité, mais il ne faut pas sous-estimer le coût politique, le fait qu'il faut qu'il y ait des acheteurs qui soient capables de mettre des masses importantes. Et donc ça c'est là où dans cette option, c'est une des options à considérer. Troisième source de financement possible, venant de la zone régionale, évidemment, dans une des différences par rapport aux crises souveraines récentes, la Zambie, au Ghana, au Sri Lanka, le Sénégal fait partie d'une zone monétaire, d'un marché intégré qui permet d'avoir des liquidités. C'est tout à fait vrai, mais il faut voir que ce transfert, que si c'est les banques régionales qui prêtent, on transfère le risque de l'externe à la sous-région, aux banques de la sous-région. Ça peut créer des boucles entre la santé des banques, la santé des banques de la région, du pays, et la santé de l'État. Et ça, la zone euro est un bon exemple, où il y a eu des phénomènes de contagion parfois inattendus, parce que
les investisseurs, à la fois en interne et à l'externe, ne savaient plus où les risques étaient et ont décidé d'exclure toute la zone à un moment donné de faire des prêts. Donc là, les risques sont passés de la Grèce à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal. Et donc ça crée des risques de contagion régionale qu'il ne faut pas sous-estimer et qui sont souvent très difficiles à apprécier avec santé, parce qu'il y a beaucoup d'irrationalité à partir du moment où l'information est un peu diffusée. Donc ça, ce sont les options qui contiennent des risques de trouver des refinancements au court terme. Si on peut aller à la slide suivante. Et voilà, donc qu'est-ce que dit la littérature? C'est que repousser, il y a une grande tendance des pays qui font face à des difficultés de paiement à essayer de repousser au maximum. En anglais, ça s'appelle too little, too late, pas assez, trop tard. C'est-à-dire que on va restructurer très tard, au dernier moment, au moment où il y a vraiment plus de liquidité, et on va le faire de manière insuffisante, en reprofilant, en repoussant un peu la dette, ce qui fait qu'on retombe dans les mêmes problèmes quelques années plus tard, ce qui fait qu'on se sort jamais complètement du problème de la dette. Et donc ça c'est un vrai risque, parce qu'on sait que agir comme ça est plus coûteux, alors que traiter l'ensemble de la dette de manière relativement compréhensive, totale et de manière large permet de repartir en fait. Et ça se voit par les notations. Alors la notation est de temps en temps vue comme la punition ultime. La note, les agences de notation sont souvent un peu perçues comme la menace, le bâton, le pied. C'est plutôt la conséquence qu'une cause de quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire quand on baisse la notation en défaut, une fois que le défaut est traité, que le pays réémerge, il peut obtenir une meilleure note qu'avant. Les agences de notation regardent dans le futur, et donc si jamais la dette leur semble stable après la restructuration, ils vont rendre une note plus élevée. Et il faut comparer ça à une situation où la note reste pas en défaut mais très basse et ne permet pas un retour au marché. Donc il ne faut pas se dire le défaut et la notation en défaut n'est pas du tout un mal absolu. L'important c'est comment on en réémerge après la restructuration. La prochaine. Maintenant, deuxième option, et encore une fois on sépare ça un peu pour faciliter. Il y a des choses qui sont un peu plus entre les deux, mais c'est bien de considérer à quoi ressemble une restructuration. Alors j'étais très content que Aline évoque la commission Stiglitz du jubilé. J'ai fait partie de cette commission et effectivement il y a beaucoup de réflexions globales, dirigées par Martin Guzman, ancien ministre des Finances argentin. Donc vraiment une réflexion globale autour de la restructuration et du fait que les conditions de financement sont extrêmement inégales. Alors, je pense que revoir le système est important. Il faut voir si ça se passe dans les 6 mois, les prochaines années, quel est le système tel qu'il est actuellement et comment on peut pousser, sur quels acteurs on peut pousser pour que ça aille plus vite, de manière plus efficace et de manière qui permette vraiment au pays de réémerger avec de la croissance. Et pour ça, notre rapport s'adresse pas seulement aux acteurs politiques, citoyens au Sénégal, également à la communauté internationale, en particulier aux créanciers. Donc il y a 2 grands créanciers bilatéraux, c'est la France et la Chine, et ils vont être très importants dans ce processus. Le processus tel qu'il est long, il est très séquentiel, donc ça veut dire qu'il faut passer étape par étape, ce qui peut prendre du temps, ce qui bloque les autres étapes si on n'a pas débloqué la première, et donc accélérer le système est extrêmement important. Et ça, je pense que c'est des réformes qu'on peut avoir et qui ont été dans le cadre du G20. Alors, il y a ce rapport dirigé par Théodore Manuel, l'ancien ministre des Finances de l'Afrique du Sud, qui a été vraiment adopté par l'Union africaine, qui a été poussé au G20. Et donc, toutes ces réformes, on peut les utiliser, et je pense que c'est le moment de les utiliser. Il y a un vrai test de la communauté internationale. Jusque-là, les restructurations n'ont pas été très satisfaisantes, elles ont été lentes dans le cas de la Zambie, incertaines, avec des refus, beaucoup de négociations, renégociations dans le cas de l'Éthiopie. Dans le cas du Ghana, il y a eu beaucoup de coûts sur les créances domestiques. Donc il faut que ce processus s'améliore, et on ne peut pas cacher le fait que cette option-là a aussi des coûts et de l'incertitude, mais qu'il y a une certaine volonté de la communauté internationale par le G20 d'améliorer le processus. Donc il y aura un programme FMI, il faut aussi que le FMI fasse sa part, et dans cette négociation de programme montre qu'il joue son rôle d'accompagner le développement. C'est-à-dire qu'un programme, c'est toujours un programme
réduction, soit des dépenses, enfin de réduction du déficit, donc soit hausse des recettes, réduction des dépenses, mais il faut absolument protéger les dépenses sociales, protéger les dépenses de sécurité, parce que c'est la zone, la région, comme dit le modérateur, c'est et à des questions de sécurité, protéger donc certaines dépenses essentielles, dont le développement au Sénégal, je pense que certains investissements dont le Sénégal dépend pour son développement. Et ça, c'est possible. Ça, le FMI a certaines règles qui imposent, par exemple, de protéger les dépenses sociales, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin et d'avoir un programme qui vraiment protégerait, ce qui voudrait dire que l'ajustement tomberait plus sur les créanciers que sur les réformes. Voilà. Et une des conséquences, ce serait une note dégradée en défaut, mais encore une fois, ça, c'est une conséquence et ça n'empêche pas une réémergence. Si on fait la slide suivante. Alors je vais passer vite là, mais c'est juste pour dire que même si le système de restructuration, donc ça regarde les cas de restructuration, c'est illisible je pense, mais ça montre que il y a une accélération quand même. Voilà, c'est encore trop lent, mais entre la Zambie qui s'est passée plutôt en 2021 et le Ghana plutôt vers 2022-2023, il y a eu une accélération du processus. Et là, la chose à savoir, c'est que je pense qu'il y a une grande peur de temps que ça prend de négocier avec les acteurs privés, parce que ça arrive en général en dernier. Et donc, une fois qu'on en arrive là, on a mis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, où il y a peu de prêts. Mais il faut savoir que l'étape clé, c'est le moment où les créanciers bilatéraux acceptent le principe, ils n'ont pas encore entré dans une vraie négociation directe, mais acceptent le principe de la restructuration ou d'un reprofilage, mais en tout cas, donnent l'assurance qu'ils vont négocier en bonne foi et qu'ils vont accepter de faire une remise, une renégociation de dette avec les bilatéraux selon les paramètres que le FMI aura fixés pour dire la dette est scrutable. Donc, une fois qu'ils acceptent ça, donc c'est la majorité des créanciers bilatéraux, donc là c'est vraiment la France et la Chine ensemble. Une fois qu'ils acceptent ça, les fonds du FMI peuvent être débloqués. Et ce qui veut dire aussi les appuis budgétaires de la Banque mondiale, de la BAD, et donc les acteurs multilatéraux. Donc ça, c'est vraiment le point important. Après, il peut y avoir encore les négociations avec les créanciers, les créanciers obligataires, les eurobonds, avec les autres créanciers privés. Ça prendra plus de temps, mais ce n'est pas le plus important. Là déjà, à ce moment-là, quand on entre dans cette phase, on a déjà les fonds du FMI, ça permet à l'État de se financer et de recommencer les projets. On peut aller à la prochaine. Voilà, donc ça c'est vraiment là-dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de diplomatique à faire pour préparer ça le plus vite possible et qu'une fois qu'on arrive là, je pense que les créanciers sont au courant de la situation, mais qu'ils soient capables de décider très très vite sur le principe d'une restructuration qui sera sans doute assez profonde. Il y aura aussi une vraie question qui se posera sur les créances en monnaie en monnaie en CFA. Nous, on pense qu'à ce stade, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas désirable. Ce ne serait nécessaire seulement si c'est nécessaire pour rétablir la soutenabilité, donc si ça représentait une grosse partie des flux de repaiement et de la dette sénégalaise. Pour l'instant, c'est à peu près, c'était 40% fin 2024, c'est sans doute plus proche de 50% maintenant, mais on peut sans doute restructurer en traitant seulement les créanciers externes. Il faut voir que ça, c'est quelque chose dont cette option, dans le futur, peut disparaître. Parce qu'à partir du moment où ce sera 70% des dettes, comment on fera pour rétablir la soutenabilité sans traiter la dette en monnaie régionale sera très difficile. Mais pour l'instant, on pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour éviter d'avoir trop de coûts dans le secteur bancaire au Sénégal et dans la sous-région. La slide prochaine, je crois qu'on est bientôt à la fin. Voilà, et puis il faudra aussi, comme partie de cet ajustement, s'assurer qu'il y ait des mécanismes qui permettent d'éviter la transmission au secteur financier et donc de faire plus de supervision, des stress tests des vulnérabilités des banques et avoir des mécanismes tels qu'on a constitués dans la zone euro au moment de la crise grecque, c'est-à-dire qui permettent de mieux avoir du soutien pour les pays qui ont des flux de liquidités et qui permettraient d'expliciter un peu les mécanismes de partage des risques qui sont implicites et qui font qu'il peut créer beaucoup d'incertitudes. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là.